Père Pierre de Charentonnet, bonjour et bienvenue sur notre chaîne de vidéos paroissiales. Vous êtes déjà venu nous donner une conférence il y a 3 ans, c'était sur la laïcité. En novembre dernier, je vous ai interviewé sur le thème des élections américaines, un sujet qui reste d'actualité en ce début d'année 2021. Et aujourd'hui, vous nous parlez de la dernière encyclique du pape François, Fratelli Tutti. Je rappelle pour nos auditeurs que vous êtes jésuite, ancien rédacteur en chef de la revue Études, diplômé de l'université de Fordham à New York et professeur pendant 4 ans dans les universités de Fordham et de Boston College à Boston. Directeur adjoint de l'ICM maintenant à Marseille. Vous êtes l'auteur de nombreux livres, dont La démocratie, ennemie de la démocratie, publié en 2018, et Face à la crise climatique en 2020. En octobre, le pape François a publié un grand texte, Fratelli Tutti, dont on parle assez peu. Alors de quoi s'agissait-il ? En fait, c'est la 3e encyclique du pape François. Il a écrit une première encyclique qui était la suite de Benoît XVI, Lumen Fidei, Lumière de la foi, les relations avec Dieu. La 2e encyclique, Laudato Si, il y a 5 ans, un peu sur les relations à la création. Et maintenant, donc en octobre, une encyclique Fratelli Tutti sur les relations entre frères, la fraternité. Donc c'est une série de grands textes universels qu'il propose à la réflexion des chrétiens et du monde entier. Et pourquoi est-ce qu'on en parle si peu finalement ? Parce que peut-être le sujet est compliqué. La fraternité, c'est un sujet un peu abstrait. On parle beaucoup de la liberté, de l'égalité, pour la France évidemment. La fraternité, c'est plus abstrait. Et puis peut-être que le texte est compliqué lui-même. C'est 200 pages de texte, c'est beaucoup de citations, puisqu'en fait il utilise tous les discours qu'il a fait auparavant, ou les autres encycliques, des discours à l'ONU, des discours à Abu Dhabi. Donc tous ces textes-là viennent dans l'encyclique, et donc ça fait un texte assez touffu. Et je pense que ça a rebuté pas mal de gens. Puis peut-être que le thème de la fraternité est plus difficile à affronter. Comment est-ce qu'il introduit ce thème de la fraternité ? Alors il l'introduit avec 2 personnalités. Et c'est pour ça que le démarrage, je dois dire, est assez concret. 2 personnalités, c'est Saint François d'Assise, qui a effectué, il y a 800 ans, une visite tout à fait remarquée au sultan du Caire à l'époque, où il y avait vraiment un effort de sa part et du sultan de faire un dialogue de fraternité, malgré tous les dangers des croisades de l'époque. Et puis, c'est encadré avec une rencontre récente avec le grand imam du Caire, qu'il a vu au Caire, mais qu'il a rencontré à Abu Dhabi dans un grand colloque interreligieux, et à la fin de ce colloque, ils ont fait une déclaration sur la fraternité. Donc cette encyclique est juste entre ces 2 grands événements, ces 2 grands personnages. Et est-ce qu'il y a un parcours vers la fraternité ? Comment il l'expose ? Alors comment il l'expose ? Je vais aller mais très rapidement à travers les chapitres parce que c'est un moyen de montrer à nos auditeurs comment est-ce que le pape écrit. D'abord, il fait comme toujours un constat. Il observe comment les choses se tiennent. Juste pour vous citer une phrase, parce que on n'aura pas le temps, mais juste une phrase dans le constat. Nous nous sommes gavés de connexions et nous avons perdu le goût de la fraternité. Nous avons cherché le résultat rapide et sûr et nous nous retrouvons opprimés par l'impatience et l'anxiété. On croirait une description de ce que nous vivons. Donc la première chose, c'est le constat. La deuxième chose, c'est une relation à l'évangile, donc avec l'étude de la parabole du bon samaritain. Les 3e, 4e chapitres sont sur la communauté mondiale qui doit s'ouvrir, selon lui, pour faciliter la fraternité et les connexions entre les pays et non pas se fermer entre eux. 5e et 6e chapitres sont autour de ce qu'il appelle la meilleure politique, on en reparlera tout à l'heure, autour de thèmes comme la charité sociale ou l'amitié sociale. Et puis le 7e chapitre, c'est sur des parcours de fraternité, et là il étudie ce qui a pu être réalisé, par exemple en Colombie ou au Rwanda, où on a des essais de fraternité dans des pays qui ont été divisés par la guerre civile pendant des années.
donc des parcours de fraternité. Et le dernier chapitre, chapitre 8, est sur la place des religions, pour prendre le contre-pied de ce qu'on dit trop souvent. Les religions ne sont pas un facteur de violence, mais elles peuvent être un vrai facteur de fraternité. Oui, c'est important de le rappeler. Le pape parle beaucoup du peuple et pratiquement pas de la démocratie. Pourquoi ? Parce qu'il parle des fondements de la politique. Or, la démocratie, c'est déjà une manière de concevoir un régime particulier, un régime démocratique, alors qu'il y a d'autres régimes. Donc il parle des fondements de la politique, et pour lui, un des fondements essentiels, c'est la catégorie de peuple. Donc il va parler du peuple, comme il en a d'ailleurs parlé dans d'autres documents. Alors ce n'est pas une vision, j'allais dire, sociologique ou juridique, c'est une vision un peu culturelle. Et là, on a en arrière-fond le peuple argentin, la référence du pape, où on a une sorte d'unité, on a une appartenance de l'ensemble des citoyens à ce même peuple, on a une identité commune. Et ce qu'il dénonce, c'est dans cette organisation du peuple, c'est tout ce qui concernerait l'individualisme, le fait que des gens ne veulent pas participer à cette vie du peuple. Et il a des paragraphes très très sévères contre le libéralisme, qui est justement cette tendance à l'individualisme, contre la formation d'un peuple entier. L'Argentine, un modèle finalement d'amitié sociale. C'est un modèle d'amitié sociale. Le terme, en effet, est utilisé. C'est d'ailleurs le sous-titre Fratelli Tutti, et le sous-titre, c'est Fraternité et amitié sociale. Alors, ce thème est un peu étrange pour les spécialistes de sciences politiques qui n'ont jamais rencontré nulle part. C'est un thème qui a été pris dans les débats en Argentine dans les années 80, où on cherchait des formules qui évitaient tout le langage de la théologie de la libération, tout le marxisme aussi, qui était présent dans ces pays-là, pour trouver quelque chose qui veut dire qu'il faut rechercher à vivre ensemble pour créer le bien commun. Donc il y a derrière l'amitié sociale l'idée du bien commun liée au bon samaritain qui prend soin de l'étranger. Et c'est quelque chose qui est entre la charité, qui pourrait être très personnelle et un peu affective, et la solidarité qui pourrait apparaître comme trop institutionnelle. Donc entre les deux, on met l'amitié sociale, qui est une manière de considérer la fraternité de manière plus concrète. Donc il est question de politique dans cette encyclique. Est-ce qu'il nous oriente vers une autre culture politique ? Je crois que c'est ce que le pape veut faire, c'est-à-dire travailler la question politique. C'est une encyclique très politique, mais au meilleur sens du terme. Il prend pas option pour un parti particulier, mais il essaye d'étudier comment fonctionne la politique, et il dit il faut créer une nouvelle culture politique, et cette nouvelle culture politique, elle est appuyée sur le dialogue. C'est quand les gens commencent à dialoguer, mais avec des particularités qu'il étudie. Il faut dialoguer en vérité. Il faut pas avoir envie de gagner sur son adversaire. Et il critique au passage les médias où on a tendance à faire des polémiques, à amener justement des sujets entre eux, des personnes entre elles, pour qu'elles fassent une petite bagarre devant la caméra. Il dit non, ça c'est pas le dialogue. Le dialogue, c'est ce qui doit vraiment atteindre la vérité et rechercher le consensus. Donc la nouvelle culture politique, c'est pour lui le dialogue et le consensus. Et est-ce qu'on pourrait arriver à une synthèse ? Quelle est la pointe de ce texte finalement ? La pointe de ce texte, je pense, c'est la recherche de ce qu'il appelle une bonne politique. Recherche d'une bonne politique. Et il reprend les termes de Pie XI. La plus grande charité, c'est la politique. Alors c'est une formule un peu ramassée, mais qui veut bien expliquer ça, c'est-à-dire que il ne faut pas se contenter de la charité personnelle, mais il faut la charité à un niveau collectif, à un niveau national. La plus grande charité, c'est la politique, et il faut donc ne pas parler trop des institutions, mais parler justement de son fondement. Donc cette amitié sociale, la charité sociale, tout ce qui peut nous permettre de dépasser l'individualisme pour travailler ensemble, à vivre ensemble dans la paix. Très belle vision de la politique. Et en conclusion, qu'est-ce qu'on pourrait dire ?
d'une certaine manière, c'est un essai de planter la fraternité comme la base de la politique. Ça n'est pas très présent forcément dans les traités de sciences politiques, mais ça nous donne, je crois, quelques critères qui peuvent construire la politique pour se vivre ensemble. Et ces critères, c'est justement le dialogue, le consensus, l'attention comme le bon samaritain par rapport à l'étranger. Je crois que ce texte, pour ça, est intéressant à travailler, mais c'est vrai qu'il est difficile, il est un peu long. Alors il faut souhaiter au lecteur du courage, mais ça vaut la peine de s'y mettre. Père Pierre, merci de nous avoir donné ces clés pour avancer dans la lecture de l'encyclique, pour cheminer aussi sur ce beau chemin de la fraternité, et nous vous disons à bientôt. Merci, à bientôt.